Il pleut sur Bruxelles. Oui. Bon, ça, c'est un des titres. Et pas que sur Bruxelles ce matin, je crois. Alors, Dalida, il a beaucoup travaillé et beaucoup composé pour elle. Énormément. Jeff Barnell. C'est la rencontre, on peut vraiment parler de la rencontre de sa vie. C'est monsieur Jeff Barnell. Alors, Jeff Barnell, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous savez qu'ici, nous, à Télématin, on aime bien de temps en temps mettre en lumière des auteurs dont on voit juste souvent le nom sur des pochettes de disques. Si je vous dis Demis Roussos, Nicole Rieu, Herbert Pagani, Jean-Jacques Lafont et Dalida, pour qui il a écrit pendant 10 ans quasiment tous les succès, et ben derrière tous ces artistes-là se cache un compositeur, Jeff Barnell, quelqu'un d'assez discret, qui ne parle pas beaucoup, qui n'aime pas trop la chaleur des caméras et des spots. Nous l'avons convaincu de nous ouvrir un petit peu la porte et l'antre de sa création pour qu'il nous raconte l'histoire de ses plus grands succès. Jeff Barnell, c'est parti. Est-elle chez sa mère au clair de l'amitié? Quand vous écrivez une petite chanson que vous écoutez chez vous parce que vous l'avez écrite et que vous allez en studio, que vous voyez la dimension qu'elle prend avec la voix de la vedette, c'est magique. Et bonjour à toi l'artiste, le grand auteur. J'avais une musique avec un texte yaourt en anglais. Mon éditeur m'a dit on va envoyer ça à Pierre Delanoë, voir ce que ça va donner. Et Pierre a fait un texte qui ne me plaisait pas du tout, qui s'appelait Bonjour à tel artiste. Puis ils ont contacté Nicole Rieu, qui a bien voulu l'écouter, l'enregistrer, et la chanson a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision. Il est temps d'acheter les couleurs, il est temps de te mettre au labeur, il est temps, toi le compositeur. Vous avez été classé 4e, je crois, à l'Eurovision. Ça se vit comment? C'était très drôle parce que j'avais une histoire comme ça. J'ai rencontré dans les bureaux de Barclay, monsieur Eddie Barclay qui était là, que je connaissais ni David ni d'Adam. Il m'a dit je vous attends samedi à déjeuner à la maison. Comment vous appelez? Ça a commencé comme ça. J'ai dit je m'appelle Jeff, monsieur Barnell. Et j'ai compris l'importance de ce que j'avais dans les mains. Parce que ça vous donne tout de suite une autre image par rapport aux gens. J'ai écrit une musique originale sur ce texte égyptien, en gardant le Salma ya Salama d'origine. Et après, quand c'est devenu ce que c'est devenu, c'était la chanson que les radios ont passée quand Anwar el-Sadat est arrivé en Israël. Le géant de papier, je l'ai écrite en 77. J'ai fait, je sais pas, peut-être 15 rendez-vous avec des artistes très connus. Ouais, c'est bien, etc. Et un jour, je suis dans un studio et j'entends la voix de ce garçon qui s'appelait Jean-Jacques Lafont. Et je dis, mais qui c'est qui chante comme ça? Il me dit, il est en bas là. C'était 2 étages. Je descends et je dis, voilà, j'ai une chanson. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, je ne sais pas. Mais je te le dis tout de suite, j'ai fait le tour de Paris. Je voudrais faire une maquette avec toi. Et je me suis mis, moi, sur un synthé et Jean-Jacques avec le micro devant. Quand j'ai entendu la voix de Jean-Jacques sur ce titre, je me suis dit, oh là là, ça sent le tube, ça. Mourir sur scène, c'est une histoire irréelle. Il y a très très peu de gens, à mon avis, qui ont compris de quoi il s'agissait. Elle parle à la mort. Il y a des gens qui dansent aujourd'hui dans les discothèques sur ça, mais c'est quand même très 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 étonnant comment une chanson peut avoir une carrière à laquelle vous ne vous attendez pas toujours. Voilà, ça c'est un petit aperçu de la carrière Quelques Jeff tubes parmi tant d'autres. Les tubes et les plus flamboyants. Mais c'est vrai que c'est dingue le destin d'une chanson. C'est vrai que je pense qu'en boîte de nuit, les gens n'ont pas forcément compris que Dalida s'adressait à la mort et avec un texte de Michel Jouveau ô combien bien écrit. Alors l'actualité de Jeff Barnell aujourd'hui, parce que ce monsieur est toujours en activité, c'est Charlie Boisseau. Charlie Boisseau, c'est un jeune artiste dont nous aurons certainement l'occasion de reparler dans Télématin. Il prépare son prochain album, c'est important pour lui. Il est en train de travailler là-dessus. Jeff, merci. Il nous a reçus ce matin. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément se livrer. On le remercie de l'avoir fait. Bon, comme vous êtes bien ici avec nous, vous restez. On aura le plaisir de reparler de Jeff Barnell un peu plus tard.
de tous les sports que vous avez testés un jour, un truc en boîte de nuit comme ça, Oui. parce que ça bouge, Disco, c'est disco physique. sport. Oui, on va faire C'est ça. physique, et comme ce qui se passe en ce moment avec toutes les équipes européennes qui Oui. reprennent l'entraînement. Bientôt, parce qu'en fait, alors, le championnat de France reprend, lui, ce vendredi. Pour nos voisins européens, c'est un peu plus tard. Alors, pour les Anglais, c'est le 12 août. Pour les Allemands et Italiens, c'est le 19. Et pour les Espagnols, ce sera le 20. Donc, les clubs européens, eux, ils s'entraînent ou ils font des matchs amicaux. Et on va voir des matchs amicaux. Justement, regardez, ça s'appelle l'Audi Cup. C'est un tournoi qui se déroule sur 2 jours à Munich, en Allemagne. 4 clubs en compétition. Le Bayern, Liverpool, l'Atlético Madrid et Naples. Le Bayern, ici en blanc, tenant du titre, a été écrasé 3-0 par les Reds de Liverpool. But de Mané, Salah et Sturridge. Et le Bayern espérait un 4e trophée. Ça ne sera pas pour cette fois-ci parce que la finale, ce sera entre les Anglais et l'Atlético Madrid en rouge, vainqueur de Naples 2-1. But de Torres et Vieto. Et la finale, ce sera ce soir. On en reparlera demain. La suite du feuilleton Neymar au PSG. Le Brésilien n'est pas encore à Paris. Il est à Barcelone, de retour d'une tournée promotionnelle en Chine. Neymar a été aperçu hier à l'aéroport de la capitale catalane. Il doit s'entraîner ce matin avec le Barça. Et surtout, il doit rencontrer les dirigeants du club. On rappelle que le Paris Saint-Germain le convoite. Et il y a une clause libératoire de 222 millions d'euros. En revanche, on a appris que son agent historique, lui, était à Paris. Déjà ou pas. Voilà. Est-ce que c'est pour lui? On verra. À suivre. Cyclisme à présent. Oui, ça roule pas mal en ce moment à travers l'Europe et le monde. On va commencer par le Tour de Pologne, avec ce Tour de Pologne qui était hier sur la plus longue étape, 4e étape, 238 km arrivé à Zabrze. Je ne sais pas le prononcer, je demande à mes amis polonais de m'excuser. L'Australien Caleb Ewan a gagné, le Slovaque Peter Sagan est toujours en jaune. Tour de Burgos en Espagne, première étape entre Burgos et Alto del Castillo. L'Espagnol Mikel Landa, premier de la première étape. Et donc premier du classement. Le Français Julian Alaphilippe, lui, est 3e et on s'envole pour les États-Unis avec le Tour de l'Utah. 2e étape, arrivée à Snowmassine Resort. Succès de l'Américain Bookwalter. Son compatriote Kuss, lui, est 2e et endosse le maillot de leader. Une triste nouvelle dans le monde du tennis français. On a appris hier la disparition de Jérôme Golmar, 43 ans, et depuis 3 ans, il souffrait de la maladie de Charcot, maladie dégénérative incurable. Il s'était hissé au 22e rang mondial en 99 et il avait remporté 2 titres sur le circuit pro. Bien, on passe au surf à présent, avec une vague. J'ai l'impression qu'on va avoir une vague immense, Non, énorme. alors, je ne vous ai pas mis une vague immense, je vous ai mis des filles qui cartonnent, d'accord. des Françaises. Vous auriez voulu voir une vague immense? Je vous les mettrai demain. Parce que j'ai vu des belles images de vagues immenses. D'accord. Non, là, je vous ai mis, il y a 3 Françaises en ce moment qui sont sur le circuit international. Et c'est une grosse épreuve. Et il y a 3 Françaises qui sont sur le 3e round. Regardez ces jeunes filles. Nous sommes à Huntington Beach, c'est en Californie, pour la 6e manche du circuit pro. 3 surfeuses françaises qualifiées pour le 3e tour. Pauline Hadot, ici en action. Joanne Defay, première tricolore, qui est la 5e mondiale. Et Maude Lecard, qui n'est pas une surfeuse du circuit pro, mais qui est passée par les qualifications. Et elle s'est offert le luxe d'éliminer l'Australienne Stephanie Gilmore, sextuple championne du monde. Et pour terminer, retour en France avec une course mythique, la 6000D à La Plagne en Savoie. 1300 coureurs au départ de cette 28e édition. C'est du trail, 65 km de course, 3500 mètres de dénivelé positif. Une montée finale sur le glacier de Belle-Côte à 3200 mètres. Ils sont même passés par la piste de bobsleigh, piste olympique. Alors chez les hommes, victoire de Germain Grangier en 6h11 et chez les femmes de Jocelyne Poli en 7h35. Profitez de l'été pour vous aérer, pour aller courir et pour découvrir le trail si vous n'avez pas encore testé. Non, je n'ai pas encore testé. Parce que cela dit, les vagues qu'on a vues pour un surfeur comme moi, ce sont déjà des très grosses vagues. Merci. On se voit demain. On se voit demain. Avec grand plaisir, Grégoire. Et maintenant, nous suivons Jacques de Jandil qui nous emmène à Hanoï, voilà, au Vietnam. Jacques, il se promène comme ça. Il parcourt le monde entier pour tester notamment l'accessibilité des moyens comme ça, réservés aux personnes à mobilité réduite. Voilà, donc direction Hanoï. Salut Jacques. Bonjour, en effet, c'est au Vietnam que nous nous retrouvons ce matin pour un voyage un peu particulier. Nous allons suivre Marie-Odile qui conçoit des voyages pour les personnes handicapées.
Les difficultés, elles sont multiples et qu'il faut essayer de rendre accessible ce qui n'est pas accessible. On se trouve aujourd'hui sur la baie d'Along. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile quand on parle d'accessibilité, parce qu'on est sur des bateaux pas faciles. Donc il faut voir comment on va pouvoir proposer quelque part à notre clientèle handicapée quelque chose de difficile pendant le voyage, alors que le reste sera plus souple, plus simple. À Hanoï, ce qui est d'abord assez déroutant, c'est qu'on ne peut pas rouler sur les trottoirs. Donc du coup, il faut arriver à jongler un peu à la vietnamienne pour se retrouver en pleine circulation. En fait, on est dans une ville qui est dynamique, donc on se laisse porter. On a beaucoup de quartiers qui sont à visiter, dans lesquels il faut se promener. Tu vois, Marie-Odile, il faut que je vienne dans la rue à Hanoï pour goûter le meilleur nem que j'ai jamais mangé. Il y a 54 minorités ethniques au Vietnam. Un musée leur est consacré, avec une partie traditionnelle couverte et puis une jolie partie à ciel ouvert qui invite à la méditation et la contemplation. Nous, on met en place un système de véhicules. On a des rampes qui permettent de monter le fauteuil électrique si la personne a besoin de rester dans son fauteuil. Et puis sinon, simplement, on a des chauffeurs qui aident à porter s'il faut, mettre la personne à côté du chauffeur et on plie le fauteuil de façon classique. Get up in the morning, straight to Vietnam. I hate to leave you, little girl, I know. Alors au Vietnam, on trouve du bon sens, on bricole. Donc moi j'aime bien, parce que quand on bricole, ça veut dire qu'on a l'idée d'essayer de faire au mieux, on est attentif à l'autre, aux petits détails. On a une bonne gamme d'hôtels internationaux avec une ouverture d'esprit qui permet de mettre une deuxième barre s'il y a besoin d'une deuxième barre d'appui quelque part, de trouver une chaise en plastique pour faire office de siège s'il le faut dans une douche qui est de plein pied. On trouve toutes ces choses que j'aime beaucoup. Puis le sourire vietnamien, bien sûr, qui est assez célèbre et connu, qu'on a envie de rencontrer. Voilà, c'est en pouce-pouce que se termine notre séjour au Vietnam. Vous trouverez toutes les informations relatives à ce voyage et à tout ce que crée Marie-Odile sur le site de Télématin. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. Merci Jacques, et puis j'en profite pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent à l'étranger, à Hanoï, pourquoi pas. À bientôt Jacques. La musique du fantôme de l'opéra. À un moment donné, il descend dans les égouts. Alors, nous, on va employer le mot catacombe. C'est légèrement plus poétique. Pour changer un peu des balades dans Paris que vous connaissez, vous faites régulièrement, Julia vous propose de découvrir un lieu qu'on connaît mal. Beaucoup d'idées reçues sur les catacombes. Oui. Hein, c'est ça? Beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses qu'on pense qui n'ont jamais existé. D'ailleurs, vous avez parlé des catacombes et des égouts, ça n'a rien à voir. On est encore en dessous, d'ailleurs, au niveau, on est à 20 mètres sous terre. Les catacombes, au départ, ce sont d'anciennes carrières dont les pierres ont servi à la construction de la capitale. Donc, ces galeries, elles vont être creusées à l'époque. Et cette pierre, elle va permettre la construction de Notre-Dame de Paris, du Louvre, des remparts de la ville. Donc, on est au XIIIe siècle. Donc, ça remonte à très loin. Cet espace vide, il va nourrir de pierre la construction de la ville. Alors, il y a une distinction très importante à faire quand on parle des catacombes. Vous avez d'un côté des souterrains qui représentent à peu près 2 km, souterrains que l'on visite, souterrains pleins d'ossements qui constituent la partie des galeries aménagées. Et puis, ça, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, j'ai envie de vous dire. Parce que de l'autre côté, en réalité, vous avez plusieurs centaines de kilomètres de galeries qui sont interdites par la ville de Paris, de véritables labyrinthes, refuges pour les aventuriers cataphiles.
en quête de sensations fortes, vraiment, il faut le dire. Et là, le prix, pour le coup, de l'aventure, c'est entre 60 et 4 000 €, parce qu'en fonction des lieux que vous allez découvrir, qui sont censés être fermés au public, l'amende peut être très lourde, et puis surtout, ça peut aussi vous coûter très cher, parce que c'est dangereux. Là, on parle d'amende. Hein. On parle d'amende, oui, tout à fait. Coûte très, très Ah, cher. ouais. Donc, ce que vous avez fait, vous, c'était Moi, tout ce à qui fait m'intéresse, ce qui autorisé. nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie autorisée, ce qu'on appelle un ossuaire municipal. En fait, à partir du XVIIIe siècle, on va réaliser des très, très gros travaux d'aménagement dans Paris, notamment avec Haussmann. On va vider les églises et les cimetières de Paris. Et ces ossements, eh bien, on va les amener dans cette partie vide des souterrains de la ville. On va s'en servir, on va rentabiliser l'espace, on va mettre tous ces ossements à cet endroit-là. On estime aujourd'hui qu'il y a les restes de 6 millions de Parisiens. On estime à peu près. Et de gens connus, semble-t-il. De gens plus ou moins connus, des artistes effectivement. Des artistes qu'on a déplacés ensuite pour les amener au Père-Lachaise. Imaginez-vous, hein, vous êtes dans des galeries obscures, vous allez voir 1,80 m de hauteur sous plafond. Alors les ossements, vous allez voir, sont disposés de manière très pragmatique, parce que pour permettre la visite à un moment donné, eh bien, il a fallu ranger, aménager, et les murs autour de vous ne sont que fémurs, tibias et autres ossements. Je vous emmène à 20 mètres sous terre, sous le métro, sous les égouts. Regardez. Les catacombes ont été créées à la fin du XVIIIe siècle pour recueillir les ossements des cimetières du centre de Paris. Les cimetières étaient surchargés d'ossements et donc on a trouvé cette idée de réunir tous les ossements de tous les Parisiens entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle et de les mettre dans cet endroit où ils étaient protégés, à l'abri des regards et en même temps de combler un vide puisque les carrières étaient inutilisées à l'époque. Il y a plusieurs phases de dépôt d'ossements. Il y en a une première qui est au moment de la Révolution. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide d'évacuer les cimetières du centre de Paris. Et la deuxième grande phase d'évacuation d'ossements, c'est au moment des travaux d'Haussmann, puisqu'on va percer de nouveaux axes, tous les grands boulevards, Sébastopol, boulevard de Port-Royal. Donc on va tomber forcément sur des cimetières. Nous nous trouvons face à un puits qui à l'origine est un puits de carrière, c'est-à-dire que la pierre est extraite de la carrière en souterrain et ce puits permet de remonter les pierres à la surface. Au moment où il a fallu utiliser les carrières comme ossuaire, on s'est dit on va descendre les ossements par les puits, ce sera plus simple. Et c'est donc par ce puits-là, c'est l'un des deux puits principaux de descente des ossements, qu'on a déversé tous ces charrettes entières d'ossements. On a localisé sans doute très simplement la provenance du cimetière et quelques 20 ans plus tard, quand on a imaginé faire de cet endroit un musée, on s'est dit qu'on allait réunir les ossements autour d'une plaque et cette plaque commémore le cimetière d'origine. Les ossements étaient un petit peu en vrac, en tas. Il faut imaginer vraiment des amoncellements d'ossements qui venaient combler un peu les vides de la carrière. C'est un inspecteur des carrières qui s'appelle Éricard de Thury qui s'est dit, puisqu'il y a un goût un peu funèbre pour aller voir ces ossements, on va offrir aux visiteurs un vrai décor, un vrai musée et on va ranger ces ossements pour en faire une promenade souterraine un peu romantique, un peu macabre. Si vous êtes intéressé pour découvrir ces catacombes, il y a tous les renseignements sur le site de Télématin. On en reparle un peu plus tard, Julia. C'est passionnant, formidable. Merci beaucoup. Et ça part d'Enfer Rochereau, je crois. Hein, c'est ça, c'est ça. métro, L'adresse est sur le site internet. En chair et en os. Oui. Bon, Frédéric, on commence par quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un jour particulier, vous l'avez entendu dans le journal de 7 heures, c'est le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où on a consommé toutes les ressources que la planète peut produire. Une Terre ne suffit plus. Titre Le Figaro, le temps que vous lisiez ce titre, c'est-à-dire en une seconde, 41 tonnes de nourriture vont être jetées à la poubelle, dit Libération.
À partir d'aujourd'hui, nous pêchons des poissons qui n'auront pas le temps de se reproduire, nous émettons du carbone que les forêts ne pourront pas absorber, etc. C'est ça le jour du dépassement, qui arrive de plus en plus tôt, précise Libé. Autrefois, c'était en décembre, vous voyez, dans les années 70, à gauche. Aujourd'hui, c'est presque au milieu de l'année, donc. Alors évidemment, ça dépend des pays, nous dit le site internet Oui Demain. Si on vivait tous comme des Indiens, regardez en bas de ce graphique, il n'y aurait pas de problème, parce que l'Inde est un pays où on mange peu de viande, or l'élevage du bétail est très polluant. C'est aussi un pays où on se déplace peu, donc il y a peu de pollution par les transports. Par contre, vous allez revoir le graphique, si on vivait tous comme des Australiens ou des Américains, en haut, il faudrait 5 planètes, 5, parce que ces pays-là utilisent beaucoup la voiture, les camions, ils conduisent d'énormes 4x4 à l'américaine, vous savez. Donc pensez-y, achetez plutôt des petites voitures. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces SUV énormes qu'on voit aussi de plus en plus en France? Évidemment non. Le problème est en effet notre consommation, rappelle l'humanité. Nous sommes trop nombreux sur Terre. Il faudrait ralentir la natalité en permettant dans les pays pauvres l'éducation des femmes et la contraception, précise le Figaro. Mais dans les pays riches, où il y a déjà moins de natalité, l'UMA nous dit qu'il faudrait consommer autrement. On doit bien sûr passer à l'énergie solaire et aux éoliennes. Il faut en finir avec l'essence, le diesel et le charbon. Mais pour que l'éolien et le solaire suffisent, il faudra réduire notre consommation. Avons-nous, par exemple, besoin d'autant d'écrans, que ce soit chez nous ou bien, vous savez, pour les publicités, on en voit de plus en plus dans les lieux publics, des écrans de publicité absolument. Qui consomment de l'électricité. Est-ce qu'on a aussi besoin de manger des tomates en toute saison? Article intéressant dans Les Échos, une grande ferme de tomates et d'aubergines est en train de s'ouvrir dans le nord de la France pour éviter de faire venir les légumes par camion depuis l'Espagne. Donc a priori, on se dit c'est très bien, ça évite du diesel. Sauf que non, dans le nord de la France, il faudra chauffer les serres. Bah oui, parce que les chauffer au gaz, parce que sinon les tomates et les aubergines ne peuvent pas pousser dans le nord, à part en plein été. Donc pensons-y également, est-ce qu'on a besoin de consommer des légumes d'été en dehors de l'été? Bien sûr que non. Libération explique qu'il faut inventer une croissance différente pour notre économie. Voyez Libération, des technologies plus écolos sont à venir, bien sûr, mais pas seulement. Il faut aussi produire local, manger un bon aliment fabriqué localement plutôt qu'en manger 2 ou 3 fabriqués à bas prix ou sous serre ou au bout du monde. Acheter un appareil électroménager produit en Europe mais qui va vous durer 20 ans plutôt qu'un appareil 3 fois moins cher mais qui va tomber en panne tout de suite, etc. En plus, ce serait bon pour l'emploi en Europe. Alors l'ennui, je termine, l'ennui c'est que ça ne dépend pas que de nous, pauvres consommateurs. Il faut évidemment qu'on change notre consommation, mais ça ne dépend pas que de nous. Achetons des moins grosses voitures, ne mangeons pas de tomates en hiver, mais il y a aussi ceci. Voyez la croix ou la couverture des Échos. Les consommateurs achètent moins de diesel, donc c'est très bien, la population a compris, elle a réagi contre le diesel. Mais que croyez-vous qu'il arriva? Est-ce que les pouvoirs publics ou les industriels vont développer la voiture électrique ou le télétravail pour qu'on se déplace moins? Pas du tout, du tout. Regardez, ils cherchent au contraire à sauver le diesel. Une réunion s'ouvre aujourd'hui à Berlin entre constructeurs automobiles et gouvernement allemand. L'Allemagne, soi-disant écolo, en fait, écoute beaucoup ce que disent monsieur Volkswagen ou monsieur Mercedes, qui vendent des grosses voitures, qui consomment plus d'essence ou de diesel que nous. L'Allemagne est un des seuls grands pays européens, contrairement à la France ou d'autres, qui refuse de prévoir une fin pour le moteur thermique, c'est-à-dire un passage total à l'électricité que la Norvège, la France ont déjà prévu pour dans quelques années, c'est à lire dans les Échos. Voilà, revenons au début de la revue de presse. Donc aujourd'hui, c'est le jour du dépassement. Voilà, et exactement. On essaie de s'y retrouver dans tout ça. Pas facile. À tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse. Nous continuons avec une visite d'une exposition parisienne du moment. Si vous passez dans le coin, allez-y, c'est formidable. C'est celle d'un photographe néerlandais. On ne le connaît pas très très bien, il s'appelle N. van der Elsken. Il a passé une bonne partie de son œuvre à photographier la jeunesse parisienne des années 50. Et tous ces clichés, on les retrouve au jeu de paume. Et c'est Sarah Doraghi qui nous sert de guide. Van der Elsken est quelqu'un pour qui la photographie est physique. C'est une performance de sa part, dans sa manière de regarder, d'aller chercher les gens dans la rue, de les rencontrer. Et c'est aussi quelqu'un qui disait qu'il aimait filmer ou photographier les gens comme lui. Et il n'hésite pas à mettre en scène parfois, à faire rejouer. Et après, au moment du travail de l'image, il va retravailler ses tirages pour accentuer les contrastes, pour accentuer la matière. Il va mettre les photographies ensemble pour raconter quelque chose. Il raconte la réalité, il aime la réalité, il raconte la réalité qu'il aime et il se raconte en même temps. Ça, c'est un autre aspect très important de son travail, cette manière dont il mélange
la vie qu'il observe, la vie à laquelle il participe et sa propre vie. Le premier livre de photographie publié par Van der Elsken et qui va le faire connaître s'appelle Un amour à Saint-Germain-des-Prés. Il va photographier autour de lui, notamment des jeunes qui fréquentent les bars, les rues. Après Saint-Germain-des-Prés, il va commencer un tour du monde. De ce tour du monde, il va rapporter en effet énormément de photographies. Ça va être le livre Sweet Life, la vie douce. Il va raconter ce qu'il a vu et ce qu'il va raconter, c'est la vie dans tous ses contrastes. Ce qui est intéressant avec Van der Elsken, c'est la manière dont il va s'intéresser à la photographie, mais pas toute seule. Il va ouvrir la photographie à d'autres domaines. Il va s'intéresser au lien entre la photographie et le cinéma, chercher le mouvement dans sa photographie, mettre la photographie en séquence pour créer du mouvement. C'est quelqu'un qui a toujours expérimenté. Dès les années 50, il va travailler la photographie couleur à une époque où, dans les milieux artistiques, la photographie couleur existait bien sûr, mais n'était pas considérée comme artistique. Il va passer de la photographie au film, associer la photographie avec des montages de son, cette manière vraiment d'essayer de trouver des équivalents visuels, sonores, de l'énergie qui l'intéresse dans la vie. Van der Elsken s'intéressait à toutes les formes artistiques de son époque. Il s'intéressait en particulier à la musique et surtout la musique jazz. Il y avait dans l'énergie, dans l'improvisation, dans le rythme de cette musique, quelque chose dans laquelle il se retrouvait. Et il va à nouveau faire un livre de ses images. Ce livre s'appelle Jazz. Dans cette exposition, une des choses importantes, c'était l'idée de restituer le processus de travail de Van der Elsken. Il y a énormément d'archives, ses planches contact, ses carnets d'esquisses, de manière à essayer de restituer avec tous ces documents la manière dont il travaillait, la manière dont il agençait et transformait ses images. Voilà, vous avez jusqu'au 24 septembre 2017 au Jeu de Paume pour admirer le travail d'Ed Van der Elsken, La vie folle. Voilà, vous avez l'affiche. Vraiment, c'est superbe. Allez-y. Là, cette semaine, vous le savez, nos correspondants de France 2 font un travail remarquable également. Ils nous gâtent et nous emmènent en vacances. Et pour celles et ceux qui ne prennent pas de vacances, vous allez voir, ça fait un bien fou. Après les îles grecques et philippines, nous partons en territoire espagnol. Vous connaissez les Canaries, les îles Canaries? Eh bien, aujourd'hui, direction la plus petite île sauvage de l'archipel. Alors, un petit conseil, vous préparez les chaussures parce que ça grimpe. On sait que l'on atterrit sur l'île de la Gomera quand d'une vallée à l'autre retentissent ces étranges sifflements. Alejandra n'est pas simplement en train de siffler, elle parle à distance avec son amie en silbo, la langue ancestrale de l'île. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit « Je regarde le paysage ». Cette langue sifflée est la particularité de la Gomera. Et même à l'heure d'Internet, les habitants restent très attachés à leur tradition. Avant, sur l'île de la Gomera, il n'y avait ni téléphone, ni voiture, ni route. Alors, on utilisait le silbo pour communiquer à distance. Pour ne pas perdre ce patrimoine classé à l'UNESCO, le silbo est désormais obligatoire à l'école. Quand on appelle quelqu'un, on peut faire comme ça. La Gomera est une île hors du temps, la plus typique et la plus sauvage des Canaries. Grâce à une nature exceptionnelle, le tourisme vert est en pleine expansion. Ce parc national abrite une forêt fossile, telle qu'elle se présentait il y a des millions d'années, la dernière forêt vierge d'Europe. La Gomera a deux surnoms, l'île Colombine, parce que Christophe Colomb s'est arrêté dans ses 2 premiers voyages à la Gomera. Et le deuxième surnom, c'est l'île magique. Et en fait, quand tu viens là, que tu vois tous ces arbres, toute cette bruyère, avec cette mousse, tu comprends bien pourquoi on l'appelle l'île magique. Un décor enchanteur dont Audrey est tombée amoureuse il y a 5 ans. Cette Parisienne a alors tout quitté pour venir s'installer comme guide à la Gomera. Et pour faire découvrir son île d'adoption, elle organise des randonnées. La citronnelle canarienne. On dit que ça aide à fortifier les cheveux et à faire pousser les cheveux. En contrebas de l'île, changement de décor. Avec ses cultures en terrasse où les habitants font pousser des grenades, des dattes, des bananes ou encore des mangues. Gracias.
Un paradis vert qui se gagne à la force des mollets. Comme les 7 îles des Canaries, la Gomera était d'abord un volcan. La dernière éruption remonte entre 2 et 4 millions d'années, donc c'est un terrain qui est extrêmement érodé. Du coup, pour pouvoir vivre ici, ils ont dû construire en terrasse pour essayer d'aplanir le terrain comme ils ont pu. Au départ, j'avais énormément d'a priori parce que les îles Canaries, c'est bétonné et tout. Et quand on arrive ici, on peut dire que c'est une île mirifique, c'est surprenant et puis les paysages sont grandioses. Surprenante aussi, ces grandes plages de sable noir dues à la roche volcanique, où les baignades sont possibles été comme hiver. Car à la Gomera, le thermomètre ne descend jamais en dessous des 20 degrés. Merci, notre correspondante sur place, c'est Sandrine Mercier. Merci beaucoup, Sandrine. Ça vous dirait de partir en balade avec Marie-Man Joglou? Moi, je serais vous, je dirais oui. Voilà. Nous allons du côté de Nantes, parce que vous allez découvrir quelque chose d'assez incroyable. Les artistes se sont emparés de la ville. De la ville, oui. Carrément. Oui, c'est exactement ça. Une très jolie manière d'ailleurs de la découvrir. Donc vous avez plein d'artistes, plein d'œuvres d'art qui sont installées un petit peu partout, à des endroits évidemment très stratégiques, on va dire, puisque c'est évidemment des places, des petites rues piétonnes, des parcs. Et donc là, vous avez tout un parcours de 15 km à peu près, une cinquantaine d'étapes. Vous suivez tranquillement une petite ligne verte, donc c'est très simple. Et là, vous découvrez plein d'œuvres d'art très différentes. Vous avez aussi bien des œuvres monumentales que des œuvres très, très imposantes. Mais c'est drôle, c'est ludique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a certaines étapes où vous pouvez vous arrêter en fait, dans des centres, dans des lieux culturels, dans des musées. Et là sont installées également des expositions. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. C'est des expositions en plus très, très belles. Donc je vous propose tout de suite d'en regarder un petit avant-goût. Allez, regardez. Voyage à Nantes, c'est la ville prise par des artistes. Invasion d'artistes dans la ville, un parcours qui fait à peu près 15 km et qui permet, quand on suit la ligne verte tracée au sol, de découvrir tous les lieux culturels de la ville et puis aussi, sur le chemin, des œuvres d'art dans l'espace public. Ici, place du Bouffay, on a fait venir Boris Chevellon, il nous propose une esquisse qui est cette roue de fête foraine, pas tout à fait de fête foraine, une roue qu'on retrouverait aussi peut-être dans un chantier abandonné et qui nous dit, voilà, c'est une fin de monde, une transition, quelque chose comme ça. Laurent Pernaut, il a imaginé sur la place Royale une espèce de paradis perdu avec 2 palmiers et sur ces palmiers, des petits hommes, des petits êtres, sans doute pas morts, mais endormis, en état de latence, qui attendent. On est dans une société de transition. Et ces artistes qui ont une quarantaine d'années parlent de cette société de transition, de ces mondes perdus, de ces espoirs avortés, et puis en même temps, une certaine poésie qui est finalement très populaire. Sur le parcours du voyage à Nantes, on peut passer d'une œuvre dans l'espace public à une salle d'exposition. Par exemple, au lieu unique, la scène nationale de Nantes, cette ancienne fabrique de biscuits Lu, on peut voir une grande exposition de Giger, le dessinateur, l'artiste qui a conçu et dessiné Alien. Moi, j'adore le drapeau noir anarchiste de Nicolas Darro qui vient finalement prendre cet opéra qui est l'art bourgeois par excellence. Il y a 90% de la population de la métropole qui n'est jamais entrée dans l'opéra. Et c'est une manière pour eux de pénétrer dans ce lieu. Nicolas Darro, il joue avec ce drapeau noir sur ce fond or et sur ces balcons bleus. Et on est dans une ambiance formidable. C'est comme un spectacle. Le premier objectif, c'était ça,
c'était la démocratisation culturelle. Et comment l'art, la création artistique descend dans la rue et se confronte évidemment au plus grand nombre. Ce que je dis toujours à ces spectateurs nouveaux, c'est donner le sens que vous voulez vous donner à cette œuvre. Et ce sera le vrai sens. Ça, c'est génial parce que vous allez être étonné. À chaque coin de rue, il y a des choses incroyables. Oui, et puis c'est vrai que Nantes est une très très belle ville. Hein. Thierry, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment très agréable. Et c'est vrai que si vous ne la connaissez pas, c'est une jolie manière de le faire. Donc voilà, c'est tout l'été. En tout cas, il reste le mois d'août. Voilà, c'est gratuit et vous vous C'est baladez gratuit, et vous en oui. profitez. C'est Merci important. beaucoup, Marie. Docteur, toujours je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? On est compte Claude Nougaro, Toulouse, et qui chante l'adaptation de Fever, La Fièvre. Donc voilà, on est en plein dans la santé. On est avec les urgentistes de Toulouse qui font un travail remarquable. Parce que d'abord, ils ont du talent, ils sont formés, et ils sont formés à toutes les éventualités. Absolument. Et on peut parler même, ça va même plus loin, d'un SAMU 2.0. Parce que là-bas, à Toulouse, on utilise tous les outils connectés, drones, lunettes connectées, camions avec des satellites. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, il s'est passé quelque chose en 2001, c'est la catastrophe d'AZF. Et pendant un certain temps, il n'y avait plus possibilité de communiquer avec le site, avec la possibilité de savoir combien de blessés, combien de personnes étaient touchées. Donc, premièrement, il y a eu des attentats terroristes qui ont été très importants. Et puis, comme va nous le dire le chef du service du SAMU de Toulouse, il y a l'été beaucoup de gens qui viennent dans la ville rose, dans les alentours. Donc, ils ont développé une capacité à la médecine de catastrophe. Vous allez le voir, c'est étonnant. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a une histoire, c'est qu'en 68, le premier SAMU de France a été créé par un Toulousain, le professeur Louis Laringue. Donc, ils ont une compétence. Et vraiment, ce SAMU 2.0, c'est un exemple qui va faire des émules. Regardez, direction Toulouse. Ici à Toulouse, on a eu des événements qui nous ont marqué. Le point de départ de tout ça, c'est AZF. On s'est aperçu de la fragilité de l'information mise à disposition du SAMU. Et puis il y a eu un des premiers attentats à l'affaire Mera, que personne n'a oublié non plus, et qui nous a conduit à intensifier notre préparation sur la médecine de catastrophe. Il y a eu apparemment une explosion, il y a plusieurs victimes au sol. 6 ou 7 victimes, est-ce que vous voyez, vous êtes à côté d'eux, vous êtes où? Je vous envoie une équipe du SAMU et je déclenche les secours. Nous, ce qu'on veut, c'est rapidement pouvoir adapter les moyens sur les lieux d'accident, les lieux de catastrophe. C'est pour ça qu'on a développé un certain nombre d'outils qui nous permettent d'avoir des informations rapidement, en temps réel, en cellule de crise. Équipe drone pour SAMU 31, départ du drone. Par exemple, un drone professionnel qui nous permet d'avoir des vues aériennes, des vues d'ensemble et qui nous permet de dimensionner les secours. En plus du drone, on a fait l'acquisition de lunettes connectées. Ces lunettes connectées sont portées par le premier médecin qui se rend sur place. Ça nous permet à nous d'avoir rapidement en cellule de crise des images. Une victime, 2, 3. Ça nous permet à nous de pouvoir dimensionner les chantiers de l'avant parce qu'on peut faire une analyse à froid de ces images, voir un petit peu où sont les populations, quel est le besoin, quel est le type de blessure et combien il y a de personnes en fait qui ont besoin de soins. Ça fait 1, 2, 3 victimes décédées. On s'est aussi aperçu qu'il y avait parfois une mise en danger des soignants sur la médecine de catastrophe. Voilà pourquoi on a investi dans des gilets pare-balles qui sont les modèles de la gendarmerie qu'on utilise donc pour ces événements-là. Ça va 31 pour la VL catastrophe, donc on est sur les lieux, chantier, explosion sur celui-ci. L'été, c'est une vigilance au maximum puisqu'il y a énormément de regroupements de population, il y a énormément de risques pour cette population et donc on va être prêt si jamais quoi que ce soit arrive. Je suis là,
Alors on a pu, devant les caméras de Jean-Julien Solé, faire une simulation, mais ça existe, c'est une réalité. Ils utilisent ces outils et ça se développe de façon considérable. Dans d'autres domaines, sur la plage de Biscarrosse, dans les Landes, on utilise des drones pour voir s'il n'y a pas des nageurs en détresse en mer. Vous voyez, ça se développe. Le SAMU de Metz aussi utilise ces lunettes connectées pour aller au plus près des blessés. Donc c'est quelque chose qui va se développer, qu'on le veuille ou non. Et tout ça, c'est au service des patients, c'est au service des blessés. Et donc, d'une certaine façon, c'est le nouveau SAMU. Et l'exemple de Toulouse est un exemple saisissant. Allez, on les salue toutes, encore une Oui, fois, absolument. tous les urgentistes qui font un boulot remarquable. Ah bah ça, pour pratiquer le sport dont on va parler, là, sur la Lune, on sera tranquille. Hein. Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. C'est David Arthur qui nous rejoint. Sa spécialité, bon, ça a commencé l'année dernière déjà. On l'a découvert grâce à vous, des sports assez incroyables. On continue, sport insolite. Alors, moi, le golf, ça me dit quelque chose. Mais alors, disque golf, là, ça demande une petite explication. Une explication. Alors, effectivement, je me suis penché sur un sport. Si vous avez fait le tour de tous les sports qui sont autour de vous cet été, un nouveau sport, effectivement, envahit la France. Alors, c'est arrivé en 2002 en France. Il faut savoir que ça existe depuis 1954 aux États-Unis. Ah, quand même. Hein, voilà. Le disc golf, c'est un sport qui est très facile d'accès. Finalement, on va jouer au golf, mais avec des disques volants. Et on va faire des paniers de la même manière. Donc, au lieu d'avoir des trous dans le sol comme au golf pour faire rentrer la balle, là, on va avoir des paniers en extérieur. Et on va lancer différents frisbees qui, effectivement, ont des formes particulières, permettent de faire des distances particulières les uns des autres. Et à partir de là, on va s'essayer en famille pour 1h30 à 2 heures d'un sport absolument génial. Donc il y a un parcours, quoi. Il y a un parcours, Comme pour il y a le 18 golf. trous comme pour le golf. C'est un sport écologique, ça permet de se relaxer, c'est accessible à tous. Et pour vous le prouver, je vous emmène à Saint-Julien-des-Landes, où il y a un parcours de 18 trous en dur, permanent, qui est là, qui vous attend. Et c'est un sport vraiment génial pour toute la famille. Ah. Bonjour David. Salut Fabien, comment tu vas? Bon, on se l'a fait cette partie de golf? Bah oui, on se l'a fait, mais qu'est-ce que tu fais avec ton club? Bah, je vais faire un golf. Non, c'est pas du golf, c'est du disque golf. Regarde, c'est un disque, ça se joue avec des disques. Bon bah écoute, ça m'a l'air nouveau, on va essayer. Hein. Allez, viens, j'ai Allez, on y va. Le disque golf, hein, c'est un jeu vraiment abordable pour toute la famille. Hein. Il suffit de savoir lancer un disque classique, hein, comme vous pouvez jouer sur la plage. Et après, les règles du jeu sont très très simples, hein, ça se rapproche du golf. On a 18 paniers, comme le panier à côté de moi, disposés dans la forêt. Et le but du jeu, c'est de mettre le disque dans le panier en lançant le moins de fois possible. Les gens sont équipés, ils ont une petite sacoche. Ils ont 3 disques dedans, donc un disque un peu plus fin que les autres pour les longues distances, qu'on appelle le driver, un disque un petit peu plus épais, donc pour les coups intermédiaires, et le putter, le disque le plus épais des 3, pour vraiment finir pour les 5 derniers mètres. Il y a un par, donc le par c'est les coups théoriques. Donc si c'est un par 3, je dois lancer mon disque en 3 coups. Si je le fais en dessous, ça me fait des points de bonus, et si je le fais au-dessus du par, ça me fait des points de pénalité. Sur le plan international, donc, il existe des compétitions. Les États-Unis sont très, très performants, mais malgré tout, là, la France commence à avoir un niveau correct. On peut considérer le disque golf comme un divertissement parce qu'on est, par exemple, entre amis ou en famille. Et donc, on peut passer un moment agréable tous ensemble à jouer. Mais ça peut être aussi considéré comme un sport parce qu'il y a déjà 1h30 à 2 heures de marche. Plus on joue et plus on peut progresser avec des figures techniques. Tu vois Nicolas là? Il faut que ton disque passe entre les 2 arbres. Si ton disque passe à droite ou à gauche de l'arbre, ça te fait un point de pénalité. Tous les coups sont permis, hein. Il suffit d'avoir un appui au sol et après on peut lancer le disque dans toutes les directions qu'on veut. Donc après les coups classiques, hein, c'est le revers, le coup droit, selon l'angle qu'on veut mettre. C'est un sport d'extérieur, donc il faut s'appuyer sur le vent, exactement comme au golf. Hein. Et après, si on veut faire des championnats, il faut s'entraîner quand même de longues heures. Le disque golf, c'est sympa en pleine nature parce qu'on prend un bon bol d'air frais. C'est vrai, quand on est en pleine forêt, on oublie tout. Et puis, on passe un moment en famille où on se retrouve, on se déconnecte de tout. C'est vraiment se reconcentrer sur chaque membre de la famille
et voilà, créer encore plus de liens tous ensemble. Alors c'est génial. Donc aux États-Unis, ça existe depuis des années. Oui. Mais en France, on peut y jouer Alors en France, on peut y jouer. Depuis 2002, il y a des terrains en dur, ce qu'on appelle, qui sont là à l'année. Donc il y a 16 terrains permanents entre 9 et 18 trous partout en France. Et puis il y a 42 parcours initiatiques et il y a 22 clubs si on a envie de se professionnaliser, enfin de faire ça réellement. Et il y a un championnat du monde. Alors, il y a un championnat du monde absolument délirant. Le championnat du monde, il est sur 2 jours. Il réunit 18 000 joueurs dans 9 pays et 200 villes. Donc, autant dire, c'est vraiment un sport qui est très, très couru aux États-Unis. C'est un sport qui est nouveau en France. Je vous invite vraiment à l'essayer parce qu'un enfant de 4 ans va avoir du mal à lancer le disque comme ça. Donc, il va le lancer comme ça et finalement, il va réussir à s'amuser et à faire un parcours. Donc, c'est vraiment un sport pour toute la famille. Merci beaucoup, David. Vous savez que ça c'est un air qui est magnifique parce que c'est les trompettes d'Aïda. Oui, mais je voulais vous accueillir là-dessus. Ah bon, bah accueillez-moi, alors accueillez-moi. Monsieur Henri-Jean Servat, voilà, papa. accompagné de Julien Livage, voilà, sur les trompettes d'Aïda. Oh, je ne peux pas faire mieux là. Ah oui, non, c'est formidable. Surtout, vous savez, moi j'ai fait Hippocagne et Cagne, c'est notre hymne. Pour tous les cagneux, c'est notre hymne. Quand on doit se lever et chanter Vara Tibicagna, c'est ce que j'aurais dû faire pour vous accueillir moi. Vara Tibicagna. Bon, alors, vous êtes allé au Corrigi d'Orange. Bien sûr, au Corrigi d'Orange. Alors, on en parle aujourd'hui, pourquoi ? Parce que c'est la première ce soir de Aïda au Corrigi d'Orange. Donc, alors, vous savez qu'il y a eu un libretti, enfin, il y avait un égyptologue à l'époque qui s'appelait Marien et qui avait fait les décors et les costumes, a proposé l'idée à un librettiste originaire d'Orange, Camille Duloc, de créer un opéra. C'était la mode à l'époque, l'égyptologie, et on allait inaugurer le canal de Suez. Donc, pour créer cet opéra, on a construit un opéra, une maison d'opéra au Caire. Et c'est là qu'a été créé en décembre, la veille de Noël, le décembre 1871, cet opéra grandiloquent, un peu de Verdi. Bon, je trouve que ce n'est pas le meilleur opéra de Verdi, mais c'est du Verdi, c'est léger, aérien et c'est magnifique. Et après, on l'a repris à la Scala de Milan. Donc l'idée, c'est que les Corrigi d'Orange, qui vont approcher de leur 150e anniversaire, ont pris cet opéra qui a déjà été joué 4 fois dans l'histoire d'Orange, dans le magnifique, mais le sublime, regardez le théâtre antique d'Orange, Louis XIV disait c'est la plus belle muraille de mon royaume, le théâtre antique d'Orange. Donc on a recréé donc cette Aïda magnifique, les trompettes avec une distribution internationale. Et alors ce que vous allez voir un moment rare et inattendu qui est que habituellement on filme les opéras dans une véritable séance d'opéra. Là on a filmé les répétitions. Pourquoi ? Parce que la première a lieu ce soir. Donc comme vous êtes un garçon malin et rusé, je veux dire, vous comprenez bien que on n'a pas vu la version intégrale et terminée. Il répétait encore, c'est-à-dire que l'orchestre n'est pas en frac, le chef d'orchestre est en polo, les chanteurs ne forcent pas la note, les mouvements de foule, c'était ajustable, Blanc. Vous allez voir un moment rare qui était que Aïda, donc de Verdi, les ultimes finitions avant la répétition générale et la création de ce soir donc à Orange. Voilà. Je vous invite, trompette d'Aïda, le sénateur... non pas le sénateur, le pharaon Beccaro fait son entrée. Allons-y. Merci. Voilà, magnifique. La particularité des Corrigi d'Orange, c'est de se situer justement dans ce théâtre antique qui date d'il y a 2000 ans, qui est le mieux conservé en Europe, et de se situer à ciel ouvert. Ce qui est très impressionnant, c'est d'abord 8000 personnes, ce qui est quand même pas courant dans le monde de l'opéra. On chante pour des théâtres de 1800, 2000 personnes, donc il y a cette forte présence humaine en face de nous. Et il y a ce sol où sont passés des chanteurs mythiques, fabuleux, Montserrat Caballé, Roberto Alagna. Cet opéra Aïda était une des rares commandes qu'ait pu faire Verdi dans sa vie, puisque c'est un opéra qui a été créé au Caire à l'occasion de l'ouverture du canal de Suez. Cette production d'Aïda, créée tout particulièrement pour les Corrigi d'Orange par Paul-Émile Fourny, a un parti pris très intéressant, puisqu'elle se situe d'une part au XIXe siècle, au moment où l'on a érigé l'obélisque à Paris, et puis en même temps, nous vivons le drame d'Aïda et de Radamès en Égypte. Aïda, c'est une histoire d'amour très forte, de passion, de femmes qui aiment le même homme.
Verdi a écrit des scènes très belles et la musique est très, très émotive, très, très sensible en fait. Chanter sur cette scène, d'être à côté de stars du chant lyrique. Là, sur Aïda, on a Anita qui fait le rôle d'Amnéris, qui est formidable, Marcelo Alvarez, Kim Questley qui fait le baryton. C'est chanter aussi avec toutes ces grandes stars. Donc c'est un énorme privilège. Oui. Chanter en plein air, c'est pas forcément facile. C'est un espace qui est très grand, qui est très ouvert. L'orchestre n'est pas en fosse. L'orchestre est pratiquement au même niveau que nous. Techniquement, il faut adapter les choses, il faut adapter la façon de porter la voix. Donc c'est du contrôle, c'est du travail, mais il y a le côté émotionnel qui nous pousse et qui nous motive énormément, oui. Mais c'est pas forcément facile. Ce qui m'importe quand je suis sur scène, c'est d'abord de servir cette musique que j'adore de la façon la plus respectueuse et la plus fidèle possible et d'être à la hauteur du défi et de cette musique qui juste me fait vibrer moi. Donc essayer de faire vibrer le public en la faisant, oui. Je suis très heureux sur scène. Voilà. Ce soir, écoutez les trompettes d'Orange. Varati Bicania. Tout le monde doit se lever devant sa télévision, tous les cagneux doivent se lever, chanter. Varati Bicania. Je veux dire que ce soir, c'est la première, donc le 2. Il y aura une deuxième représentation le 5, donc vendredi, le 5 août. Samedi 5 août. Et France 5 va retransmettre en direct Aïda, donc sur son antenne à 20h50, avec le résultat de 2 captations, une qui est faite ce soir et une qui est faite vendredi. Donc mercredi prochain, sur France 5, vous avez Aïda en direct. Maintenant, Mademoiselle la princesse Aïda. Voilà. On va faire patienter un peu la princesse si elle le veut bien. Allez, Sylvia Digard, alors qu'est-ce qu'elle nous propose? Eh bien, elle met à l'honneur le savoir-faire et elle nous ouvre les portes d'ateliers d'artisans d'art assez surprenants. Vous savez ce que c'est qu'un dinandier? Non. Non? Ah, oui, si martèle de je ne sais plus quel métal. Oui, bon, c'est un peu approximatif. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait Sylvia Digard, parce qu'elle va nous parler d'un métier ancestral, mais qui n'a rien de poussiéreux. Regardez. Bonjour Sylvie. Ah, c'est gentil de nous accueillir dans votre atelier. C'est un plaisir. Bonjour Nathanaël. Alors, dinandier. Oui, dinandier. Enfin, artiste. C'est ça. Vous savez m'expliquer tout ça? Oui. Waouh! Les dessous de la création de Nathanaël Lebert. Alors, ça commence par quoi? Alors, ça commence par un dessin. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est une aquarelle. J'ai rêvé une forme et j'aime bien les formes elliptiques qui deviennent plus structurelles, plus graphiques. Mon travail consiste à rêver en fait et ensuite à dessiner des œuvres, des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien. Et tout ça à travers la technique de la dinanderie, c'est-à-dire la mise en forme d'une simple feuille de métal. Le matériau à la base, il faut vraiment le travailler, le sublimer pour qu'il passe d'une simple feuille à quelque chose qui nous fasse rêver. Vos outils, c'est la prunelle de vos yeux, j'imagine, non? Ah oui, sans eux, j'aurais jamais pu faire tout ce que je fais, parce que c'est des outils qui n'existent plus. Ça, c'est l'outil préféré? Ouais, c'est lui, il m'a accompagné depuis le début. Et je l'ai choisi, il a un poids, il a un équilibre qui me convient. Depuis que j'ai reçu le prix de l'intelligence de la main, j'ai bénéficié d'un soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller qui me permet de travailler essentiellement sur un travail personnel, sur une collection d'œuvres. On me passe commande, mais pour des choses que je crée moi. C'est une des tables que je vais présenter au Japon. À l'expo des maîtres d'art et des artisans d'art français au Musée national de Tokyo, donc en septembre prochain. C'est pas rien quand même en plus. C'est exceptionnel pour nous d'avoir une telle
Reconnaissance, une telle vitrine. Visibilité, pays des trésors vivants. Ouais. Alors, vous êtes un trésor vivant français, expliquez-nous. Alors moi, on peut dire ça? Dans mon petit atelier, j'imagine des formes. Et puis donc là, pour cette table, j'aime bien les formes elliptiques, lenticulaires, avec des passages de courbes, là, donc un mélange de formes qui font penser au corps humain. J'ai l'imaginaire qui se développe et j'ai des sensations, j'ai des envies. Il y a des, visuellement dans la rue, il y a des détails qui m'interpellent et qui vont un peu mûrir dans ma tête, des décors, des passages de dégradés, de matière. Et il y a une poésie qui se met en place dans mon esprit. Et moi, ce qui me plaît, c'est de toujours creuser plus loin toutes ces possibilités de formes, de les rêver et de les fabriquer. Chaque pièce me demande un mois de travail. Je dis que je vends du temps et ce temps me permet de faire des œuvres que j'espère exceptionnelles, mais c'est un luxe que je me paye et que j'offre aussi à la personne qui va acquérir cette pièce. Voilà, vous en savez un peu plus sur le métier artistique de Dinandier. Merci beaucoup, Sylvie. Voilà, vous en savez un peu plus sur le métier artistique de Dinandier. Merci beaucoup, Sylvie. On passe à la revue de presse culturelle de Frédéric. Vous vous souvenez de ça? Il y a quelques années, il va y avoir du sport. Oui. Voilà, ça fait un gros succès. Ça fait Isabelle. Hein, vous vous souvenez de ça? Et vous le sentez bien en plus. C'est Isabelle qui présentait ça. Ouais. On va parler sport. Ouais, et ce sera une immense fête, la fête du sport, comme on dit. Le sport, c'est aussi de la culture. Il y aura partout dans Paris du sport, partout sur nos écrans aussi de télévision. Vous allez voir que la plupart des journaux se félicitent donc que Paris ait très probablement remporté l'attribution des Jeux Olympiques 2024, puisque désormais, il n'y a plus de villes concurrentes autres que Paris. Donc effectivement, c'est plus simple. Paris gagnant, dit l'Humanité, des Jeux gagnants, proclame en couverture le journal La Croix. Mais attention, est-on bien sûr qu'il faille se réjouir? Le Figaro rappelle que dans toutes les villes qui ont reçu les Jeux Olympiques ces dernières années, le budget a dérapé et c'est devenu un gouffre financier. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il y a moins de villes candidates aux Jeux Olympiques. 69% des Français interrogés par un sondage du Figaro seraient contre les JO à Paris. 69% par crainte d'une explosion des impôts pour financer les Jeux. Alors c'est vrai qu'à Paris, la plupart des équipements sportifs sont déjà construits, donc peut-être qu'on dépensera moins que dans d'autres pays, mais rien que le centre aquatique et le village olympique qui, eux, restent à construire, ça coûtera 1,5 milliard. À Londres, en 2012, le budget réel avait triplé par rapport aux prévisions. Regardez surtout Rio, ce fut un cauchemar. Disent les Échos, les stades sont déjà inutilisables un an après parce qu'ils sont endommagés. Les installations qui devaient être reconverties en école ou en logement, on a oublié, c'est passé à la trappe. On pense d'ailleurs qu'en Grèce, les Jeux Olympiques d'Athènes, il y a quelques années, ça a précipité le marasme de la Grèce. Donc on verra si ça arrive chez nous ou si on arrive à hériter ça. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans les journaux de ce matin. D'abord, une naissance. Je vous ai parlé tout récemment de la femelle panda du zoo de Beauval, vous savez, oui, dans le Loir-et-Cher, qui attend un heureux événement. Eh bien, pas un, mais 2 heureux événements, puisque ce sera des jumeaux, nous disent Le Parisien et Libération. Alors attention, parce que souvent, la femelle n'arrive pas à s'occuper de 2 petits, donc il va falloir ruser. L'un des 2 sera mis en couveuse, l'autre confié à la mère, et puis on les échangera toutes les 2 heures. Et normalement, comme ça marche avec la femelle panda. Elle nourrit les 2. Surveillez quand même, parce que la femelle panda, quand même, elle a l'œil. Ah non, mais elle a compris quand même. On ne la lui fait pas, qu'est-ce que vous croyez? Donc c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France et dans Libération, toujours dans Le Parisien. Je quitte le Loir-et-Cher pour les Alpes-Maritimes. Ne manquez pas ce soir la venue de François Ier, le roi vainqueur de Marignan en 1515. Oui, contre la vengeance, c'est ça, c'est pour le Dinandier tout à l'heure. Exactement. Contre les Suisses, monsieur. Contre les Suisses, voilà, évidemment. Oui, redoutables, les Suisses. Ils n'ont plus fait la guerre depuis. Donc, François Ier est passé par Villeneuve-Loubet à la fin de sa vie, donc il y a des fêtes pour commémorer l'événement. Ne posez pas la question. Voilà. François Ier en costume ce soir et toute sa cour, 150 figurants, spectacle gratuit de 19h à minuit à Villeneuve-Loubet qui est près de Nice, voilà, bravo. Près de Nice. Je l'ai dit avant. Enfin, je connais toutes les grandes villes, alors ça, vous pouvez m'interroger. Villeneuve-Loubet, Landerneau en Bretagne. Ça fait du bruit. C'est dans le Finistère. Oui, c'est vrai. Ça fait du bruit dans Landerneau. C'est une expo Picasso qui va faire du bruit dans Landerneau. Vous pourrez l'admirer là-bas. 200 œuvres et documents exposés au fond Leclerc, à Landerneau, Finistère.
jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça rime. Bah oui. Vous voyez à l'image une toile de 56 de Picasso, donc dans l'Humanité. Et puis à Marseille, l'Humanité toujours vous conseille, je termine, une visite dans une librairie spécialisée dans la bande dessinée parce qu'il faut aider les librairies indépendantes. Article donc sur la librairie La Réserve à Bulle dans le quartier de la Plaine à Marseille. Il y a sûrement une librairie près de chez vous. Allez faire un tour pour vous faire conseiller un livre qui vous plaît parce que c'est ça l'avantage par rapport aux supermarchés qui ont un rayon livre. C'est que dans une librairie, vous pouvez dire au libraire, bah voilà, j'aime ci, j'aime ça, bah je vous conseille ça, etc. Article dans Très bien.